Dans ce 20h, le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi est présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des sujets, l'engagement pris par le gouvernement pour répondre positivement aux revendications des militaires. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront à la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu l'année prochaine en Guinée équatoriale. Les Ivoiriens ont obtenu leur ticket suite au match nul 0 but partout face aux Camerounais. Le pesage routier est entré en vigueur depuis hier. Le démarrage officiel a eu lieu au poste d'Alokwa sur l'autoroute du Nord en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les détails dans quelques instants. Le Burkina Faso a maintenant un Premier ministre de transition. Il s'agit du lieutenant-colonel Isaac Zida, une désignation sans surprise selon les observateurs du paysage politique burkinabé. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information. Et dans ce 20h, comme tous les mercredis, le service économique de la rédaction vous propose EcoPlus, dossier du journal consacré aujourd'hui au bilan de la politique d'affichage des activités de communication de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. Direction le palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le compte-rendu de Awa Touré. Après la réponse favorable du gouvernement aux revendications exprimées la veille par les militaires du rang, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre a pris des décisions importantes, toujours dans le sens de la résolution définitive de ces problèmes. C'est un message qui a été envoyé, un message qui a été entendu. Et par rapport auquel le chef de l'État a pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour que les demandes faites qui étaient légitimes aient la réponse appropriée. Ce que nous pouvons ajouter, c'est qu'un cadre de négociation a été mis en place déjà ce matin. Un calendrier a également été validé ce matin même. Et je peux même vous dire que les délégations qui viennent de chacune des régions militaires sont déjà en route. Au chapitre des projets de décret et communication, le gouvernement entend booster l'opération d'identification. Le Conseil a ainsi décidé de relancer les audiences foraines en vue de permettre à tous les Ivoiriens qui n'ont pas de carte d'identité de se faire établir ce document important. Il apparaît encore qu'un grand nombre d'Ivoiriens ne détiennent pas de carte nationale d'identité. La principale explication semble être l'incapacité pour beaucoup de nos compatriotes à produire les documents de référence qui permettent d'établir cette carte d'identité, ces documents de référence étant l'extrait d'acte de naissance et le certificat de nationalité ivoirienne. En vue de remédier à cette situation, le Conseil a décidé de l'organisation d'une nouvelle opération spéciale d'audience foraine, au fin de permettre à ces personnes-là, à ces citoyens qui sont dépourvus de pièces d'identité, d'obtenir le jugement supplétif d'acte de naissance et d'obtenir ensuite le certificat de nationalité qui vont leur permettre d'établir leur carte nationale d'identité. L'île Boulé et Yopougon, bientôt reliés par un pont dans le cadre de l'extension du port autonome d'Abidjan et de la nouvelle zone industrielle. Le gouvernement a un projet de développement important pour l'île Boulé, qui va être la zone d'extension de nos entreprises industrielles à Abidjan, la zone d'extension également du port autonome d'Abidjan. Et pour cela, il faut naturellement qu'il y ait un lien physique entre cette île et le reste de la ville d'Abidjan. Le Conseil des ministres a également adopté des décrets fixant la composition des conseils des districts autonomes. Ainsi, le Conseil du district autonome d'Abidjan compte un gouverneur et 78 conseillers et le district autonome de Yamoussoukro, un gouverneur et 45 conseillers. On évolue dans le sens de l'apaisement. Comme annoncé, la rencontre entre les autorités ivoiriennes et les représentants des militaires a commencé cet après-midi au ministère de la Défense. Comme vous voyez sur votre écran, cette rencontre vise à apaiser la situation qui prévaut actuellement
dans les casernes militaires pour trouver des solutions définitives aux préoccupations soulevées par les militaires mécontents qui ont manifesté hier dans le pays. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis en place un comité composé de plusieurs ministres et généraux de l'armée. Ce comité est présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, échange en ce moment même avec les représentants des militaires. Vous le voyez sur votre écran. Donc, vous aurez le compte-rendu complet de notre reporter dans nos prochaines éditions. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront bien présents à la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu l'année prochaine en Guinée équatoriale. Les Ivoiriens ont obtenu leur ticket suite au match nul 0 but partout face aux Lions indomptables du Cameroun. C'était cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Salif Ouattara. Opération qualification réussie pour les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Lions indomptables du Cameroun en obtenant le match nul. Dès le début de la rencontre, les éléphants s'installent dans le camp camerounais. L'attaquant ivoirien Lassina Traoré en pointe peine devant le portier camerounais. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Folke Vinke et ses garçons sont décomplexés, effrayant le portier ivoirien Go Sylvain qui tient sa cage. 57e minute, descente musclée des éléphants dans la défense camerounaise. La combinaison est parfaite entre Yaya Touré et Yao Kwasi Gervais. Le capitaine des Lions indomptables, Stéphane Dia, est obligé de prendre ses responsabilités. Attention au carton, hein. Je ne sais pas quelle est la couleur. Ouais, le rouge. Match plein de suspense. Éléphants et Lions indomptables se sont neutralisés. 0-0. Les éléphants seront donc du rendez-vous équato-guinéen à Kinshasa. La RD Congo, 3e du groupe D, a battu la Sierra Leone 3 buts à 1. Comment a-t-il pu rater pareil, Ben? Voilà, les éléphants seront donc à la CAN 2015. Mais sachez que la participation des éléphants de Côte d'Ivoire à la récente Coupe du Monde au Brésil a coûté plus de 2 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord le démarrage du pesage routier. Le démarrage officiel a eu lieu au poste d'Alokwa sur l'autoroute du Nord. Le reportage de Hugues Hervé Blé. Situé à 5 km d'Abidjan, le poste de pesage d'Alokwa aura coûté un peu plus de 1,5 milliard de francs CFA. Le top départ des activités de ce qui désormais est un passage obligé pour tout poids lourd empruntant l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro a été lancé par le Premier ministre Danek Ablan d'un coup. Le poste de pesage à basse vitesse financé par l'UEMOA l'a été dans le cadre de son programme de lutte contre la surcharge routière dans ses États membres. Notre institution communautaire est très sensible à la préservation du patrimoine routier. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA a entrepris de financer la construction d'une station de pesage clé en main dans chacun des États membres, aux sorties des ports et sur les corridors communautaires pour un montant global d'environ 8 milliards 100 millions. Préserver le réseau routier national reste pour le gouvernement une préoccupation majeure. Le Premier ministre le note, la station de pesage désormais à sa disposition va l'aider à contrôler les poids lourds et surtout freiner les méfaits de leur surcharge sur bon nombre de routes ivoiriennes. Le taux de surcharge actuel excède 70%, ce qui veut dire que plus de 7 camions sur 10 sont en surcharge. Cette donnée nous situe sur l'ampleur des dégâts causés sur nos routes. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel au civisme et à la responsabilité des transporteurs pour que cette première station inaugurée en Côte d'Ivoire soit le symbole de la réussite de notre programme de préservation de nos routes et autoroutes. Bouaké, Diokwe, San Pedro, Abengourou, Soubré et Ferkessédougou sont les villes choisies pour abriter les prochains postes de pesage. 6 nouveaux postes de pesage verront donc bientôt le jour grâce à un financement de 1 500 000 € de l'Union européenne. Et le fonctionnement de ce pesage a été expliqué au cours d'une tournée effectuée par la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Cette tournée a été également marquée par le lancement d'une campagne baptisée Ballon de coton. Cette campagne vise à améliorer le transport du coton malien vers la Côte d'Ivoire. La campagne est ouverte pour le transport du coton malien vers la Côte d'Ivoire.
Les transporteurs ont procédé au lancement de l'opération Balle de coton le 15 novembre à Sikasso, au Mali. Ce sont 150 camions qui partiront chaque semaine du Mali vers les ports ivoiriens. Pendant 6 mois, les ports d'Abidjan et de San Pedro embarqueront plus de 126 000 tonnes de coton malien. Nous, notre mission, c'est d'apporter assistance aux conducteurs routiers, je dirais aux opérateurs économiques en général. La preuve, lorsque nous commençons en 2003, c'était avec un volume de coton pas trop grand, mais avec les années qui se succèdent et l'assistance beaucoup plus accentuée de l'OIC, aujourd'hui, je peux vous dire que ce volume de balles de coton au départ très minime a énormément augmenté. En plus de cette assistance aux transporteurs, les opérateurs maliens ont repris la destination Côte d'Ivoire du fait des commodités offertes par les ports ivoiriens en matière de traitement de coton. En se rendant au Mali, la Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO, a fait d'une pierre deux coups. Les responsables ont en effet sensibilisé sur le paysage qui débute bientôt. Ce qui concerne le paysage aussi, tout le monde est d'accord que les routes soient payées pour que les routes soient très bien entretenues. Et ils ont mis le vœu aujourd'hui de Yamoussoukro jusqu'à Pogo, jusqu'à la Leba, que la route soit retouchée. Même si c'est les terres rouges, que le trou soit fermé. Les transporteurs ont été appelés à ne pas modifier les châssis de leurs véhicules, tout comme les carrosseries, afin de respecter les normes au poste de paysage. En septembre 2013, l'année dernière, la rue des Banques dans la commune du Plateau, c'est dans le district d'Abidjan, a été dotée d'un équipement. Un écran géant d'affichage des cours de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Objectif, accroître le nombre des sociétés cotées, intéresser le grand public à la chose boursière, mais surtout mobiliser davantage de ressources pour financer l'économie. 1 an après l'installation de l'écran géant d'affichage, quel est le bilan de cette opération de communication? La réponse avec Noël Niagno du service économique de la rédaction. En Afrique, les pépites ne se trouvent pas seulement dans le sous-sol, elles sont aussi à la corbeille sous forme d'actions et d'obligations. Il faut que les gens aient le goût du risque en venant sur le marché boursier pour emprunter et créer des richesses nouvelles. 2 convictions établies sur la bourse par des personnes qui font autorité en la matière. Elles ont été formulées lors de la tenue, ici à Abidjan, de la 17e conférence annuelle des bourses africaines du 1er au 4 décembre 2013. Thème de la rencontre, Afrique, des promesses aux réalisations, le rôle des bourses. S'agissant du rôle de la bourse, Alassane Ouattara, président de la République, Orancherie. Un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. La BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Déclaration faite à Marrakech, au Maroc, au cours du Forum sur le financement du développement. Il a souligné la nécessité de l'éducation et de l'information des populations. À la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, on a trouvé une solution pour intéresser le grand public. Accroître le nombre de sociétés cotées, mobiliser davantage de ressources pour financer l'économie. La solution, la cotation continue. Traduction visuelle de cette cotation continue, un écran géant d'affichage des cours. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, se mettant ainsi au goût des grandes places boursières du monde entier. Nous sommes le 16 septembre 2013, 2 mois avant la tenue de la 17e conférence annuelle des bourses africaines. 2013-2014, plus d'1 an après, quel est le bilan de la cotation continue? La première retombée, c'est l'amélioration des volumes de transactions. Deuxième retombée positive, c'est l'entrée de la BRVM dans 2 indices internationaux majeurs, l'indice du MSCI et l'indice de Standard & Poor's. La dernière retombée dont nous pouvons parler, évidemment, c'est aujourd'hui l'attrait de notre marché pour les rediffuseurs d'informations. Ce n'est pas vraiment la cotation continue qui va faire ce travail. Il faut aller sur le terrain et sensibiliser les gens. Je prends un exemple simple. Quand on parlait de l'opération de Total Sénégal, j'ai approché un ami, tout de suite il me donne l'argent pour acheter des actions pour lui. Or, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Je crois que c'est un win-win
Je crois que fondamentalement aussi, c'est le principe de communiquer, le principe de s'informer. Donc ce binôme communication-information devrait dans quelques temps, si j'ai bien compris, de la part des dirigeants de la BRVM, et faire entrer plusieurs entreprises à capitaux africains, à capitaux ivoiriens à la bourse des valeurs. Pour le premier responsable de la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la vraie piste de solution pour intéresser le grand public reste l'actionnariat populaire. Dans le cas des marchés, ce sont essentiellement les grandes opérations publiques qui permettent d'attirer davantage le grand public, notamment les privatisations, mais également les émissions souveraines. Sur la question, le gouvernement rassure. Dans le cas des privatisations, un certain nombre d'actions seront effectivement donc mis sur le marché. Nous avons déjà fait la privatisation concernant donc la mine d'Iti, mais là il y a un Ivoirien qui a pris, vous savez, c'est notre frère Drogba, qui a pris 5% des actions directement. Donc on n'a pas dû aller en bourse, mais d'autres arrivent. Il va y avoir la privatisation donc la CIB, mais là 15 à 20% des actions, disons que du capital vont aller en bourse, et c'est pour bientôt. Au-delà de ce catalogue de dispositions, l'activité boursière est avant tout une affaire d'initié. Quelqu'un qui ne connaît pas la banque, tu ne peux pas le pousser directement à aller déposer son argent à la bourse. C'est très difficile. D'abord, même pour accéder à la bourse, il faut forcément passer par une SGI qui est une filiale d'une banque. Sans épargne, il n'y a pas de bourse. L'actionnariat populaire associé à une campagne d'information et d'éducation sont les leviers d'une dynamique de la bourse d'Abidjan. Malheureusement, l'activité boursière peine à entrer dans les mœurs des agents économiques africains. Or, les besoins de financement sont énormes. Les politiques, les dirigeants de la bourse des valeurs, les agents économiques doivent trouver les moyens de la redynamisation de la bourse. Faute de quoi, cet écran géant ne sera qu'un décor de plus. Et l'Ivoirien lambda continuera de circuler sur la rue des banques sans lever les yeux sur cet équipement qui attend son retour sur investissement, c'est-à-dire l'accroissement de la notoriété de la place boursière d'Abidjan et la facilitation du financement des économies de l'Union. C'était EcoPlus, proposé par Noël Niagno du service économique de la rédaction. La question de l'industrialisation des pays africains sera demain au centre des préoccupations de la communauté internationale. Ce 20 novembre, les opérateurs économiques africains, les gouvernants et les partenaires au développement vont se mobiliser autour de l'appui international en faveur du développement industriel de notre continent, le continent africain. Des précisions avec Zanelou Gabriel. L'industrie créatrice d'emplois, déclencheuse de progrès technologiques, pourvoyeuse de recettes pour les États, l'importance des industries n'est plus à démontrer dans les économies des pays africains. À l'heure de la mondialisation, le défi majeur à relever pour les industries du continent reste la compétitivité, c'est-à-dire s'approprier les normes internationales pour produire tant en quantité qu'en qualité afin de conquérir les marchés mondiaux. Pour y parvenir, elles doivent être dotées de ressources humaines qualifiées, d'infrastructures économiques viables et d'un cadre juridique adéquat. Aussi, les États africains doivent-ils avoir une concordance de vues pour parler d'une seule et même voix en matière de négociations commerciales, notamment dans le cadre des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et dans les négociations avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Autre défi majeur à relever pour le secteur industriel africain, celui de soutenir l'Afrique dans son combat pour l'éradication de la pauvreté. À toute cette problématique, gouvernants, experts et industriels africains tenteront d'apporter des réponses en ce 20 novembre 2014, date à laquelle est célébrée chaque année la Journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Parlons maintenant de l'un des objectifs de la Côte d'Ivoire dans le cadre du PNIA, le Programme national d'investissement agricole. L'objectif, c'est de redevenir un grand pays producteur de café avec surtout la contribution du groupe Nestlé. Les détails avec Noël Niagno. Le café, l'une des mamelles de l'économie ivoirienne, sinon la principale au lendemain des indépendances. 135 000 tonnes en 1965, 305 000 tonnes 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 1980. Avec à l'appui le rang de premier producteur mondial. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire veut relever le défi de la production significative du café d'ici à 2022. L'objectif fixé, 400 000 tonnes. Le programme Nescafé du groupe Nestlé veut s'inscrire dans cette dynamique tout en réglant les problèmes économiques, sociaux et environnementaux des communautés agricoles.
Un partenariat gagnant-gagnant sanctionné par une signature de convention entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Nestlé a vu le jour. Ce groupe se dispose à distribuer 27 millions de plants à haut rendement, former 30 000 planteurs aux bonnes pratiques agricoles et assurer ainsi l'approvisionnement en café vert 100% conforme aux normes minimales de durabilité. Il s'agit notamment de la protection des droits humains, la déforestation et le respect des critères de qualité avec une maîtrise totale du processus. On commence depuis l'agriculture. On suit les graines jusqu'au dernier moment. Et je pense que c'est une des choses et un des avantages qu'on a ici, qu'on peut vraiment contrôler tout ce qui est toute la chaîne d'approvisionnement. Depuis la cultivation des graines de café jusqu'au dernier point où le consommateur consomme notre café. Une démarche fortement appréciée par le gouvernement. Vous intervenez non seulement pour augmenter la productivité au niveau du café, mais vous intervenez pour que le revenu des producteurs soit amélioré. Et surtout, la richesse créée est bien partagée. Et je considère que ça, c'est important, parce que ça fait partie des points sur lesquels le gouvernement nous demande d'insister. À savoir, créer de la richesse, c'est bien, mais la partager au plus grand nombre est encore mieux. Démonstration de la cohérence de la vision du groupe avec les actes en direction des producteurs, des bonus ont été distribués aux meilleures coopératives productrices. Mieux, le groupe a expliqué tout son process depuis le laboratoire jusqu'à la dégustation du produit fini, en passant par les champs et les autres activités de l'agriculture responsable. Des ressortissants du Grand Ouest se sont réunis dans le cadre d'une plateforme d'échange. Ils entendent désormais contribuer au développement du district des montagnes. Au menu de la rencontre, les questions de paix, de réconciliation et de développement. Cette rencontre a eu lieu ici même à Abidjan, en présence de notre reporter Sidonie Davila, son compte-rendu. L'union fait la force. Cet adage, les élus et cadres du Grand Ouest ont décidé de le mettre en pratique autour d'une plateforme d'échange à l'effet d'assurer le développement du district du Grand Ouest. 15 commissions mises en place depuis peu sont à pied d'œuvre. Du résultat de ces travaux en commission, il en ressort un point détaillé des différents secteurs d'activité à promouvoir. Nous, par exemple, par culture, et tout ce qui est culture n'est pas seulement danse, n'est pas seulement la scène. Il y a aussi la culture de la vie normale que nous vivons. Donc, comment il faut l'organiser pour que ça nous serve à quelque chose? Nous savons particulièrement qu'à l'Ouest, nous avons des problèmes parce que la crise a fait que de nombreux chefs se sont autoproclamés sans passer par la succession culturelle et traditionnelle. Ça pose des difficultés. C'est au sein donc de ces rencontres-là que nous pouvons naturellement formaliser ce qui sera bien pour l'Ouest afin que nous puissions faire des propositions justes au président de la République qui est prêt à nous aider. Nous constatons une nette amélioration de la situation sécuritaire. Les populations sont de plus en plus dans la quiétude et donc peuvent donc commencer à travailler. Cette plateforme est aussi le lieu indiqué pour les fils et filles du Grand Ouest d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les engagements pris lors des récentes visites d'État dans le district des montagnes. Ces rencontres d'échange présidées par le ministre d'État Alberto Akus-Mabri ont été initiées après la crise post-électorale en réponse à l'appel de paix et de réconciliation lancé par le président Alassane Ouattara. L'actualité nationale également marquée par la 2e édition du Salon international de la géomatique au chapitre des échanges, la contribution des technologies de l'information et de la communication dans le développement local. L'initiative est du Comité national de télédétection et d'information géographique. Grace Kando nous en parle. La géo-information permet d'avoir des informations en temps réel sur les communes, villes, districts et régions d'un pays. Ces informations permettent aux élus locaux de répondre aux différentes préoccupations des populations, notamment la mobilisation des ressources, l'accès équitable à l'éducation et la protection de l'environnement. D'où la tenue de ce 2e Salon international de la géomatique dont le thème est « Géo-information
outil de planification et de bonne gouvernance au service du développement local. Au cours de cette rencontre, plusieurs panels sont au menu, entre autres, le rôle des régions en matière de planification et de développement local et l'apport des TIC pour l'émergence d'une société africaine. Ces panels sont spécialisés et ils donnent des informations très détaillées aux utilisateurs qui sont les élus locaux afin de s'orienter. Donc chaque panel correspond à une thématique, une sous-thématique qui est en fait la solution à des problèmes qu'on rencontre dans ces domaines-là. Les technologies géospatiales sont un important outil pour la prise de décision, pour aider les communautés à la base dans leurs activités de planification, dans leurs activités de prise de décision qui affectent la vie des communautés au niveau local. Une initiative qu'apprécient les participants. Et cet échange apporte beaucoup à chacun de nos pays pour être au même niveau et faire progresser les choses en matière de géomatique. Ces différents panels sont animés par des experts nationaux et internationaux. La communauté internationale célèbre demain, jeudi 20 novembre, le 25e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Cette édition 2014 a pour thème « Protection des enfants contre les violences, bilan et perspective 25 ans après l'adoption de la Convention ». Sidonie Davila nous en parle. À l'instar de nombreux pays, la Côte d'Ivoire commémore chaque 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant. Le thème choisi pour cette année est « Protection des enfants contre les violences, bilan et perspective » 25 ans après l'adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, CDE. Le gouvernement ivoirien, à cette occasion, entend faire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant un instrument dans la préservation de ses droits. Au titre du renforcement du cadre juridique de protection de l'enfant, le gouvernement vient d'adopter la politique nationale de protection de l'enfant, PNPE, qui vise à lutter contre les violences, abus et exploitations à l'encontre des enfants. À cet effet, le gouvernement a mis en place un comité interministériel de mise en œuvre et de suivi de la politique nationale de protection de l'enfant. Le gouvernement a mené des actions concrètes de protection des enfants ayant trait à l'élimination de la traite et des pires formes de travail des enfants, la mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique aux enfants, Allo 116, enfants en détresse, l'institutionnalisation du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Toutes ces actions ont pu être menées grâce à la volonté politique affichée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de la protection de l'enfant une priorité. Avec lui, Madame Dominique Ouattara. Le gouvernement, pour ce 25e anniversaire, s'engage à mieux défendre le droit des enfants et leur assurer une meilleure protection, car cela y va de la survie de notre société. L'actualité dans le domaine de l'éducation nationale, c'est aussi la réalisation d'une étude qui vise à améliorer le taux de scolarisation, mais surtout le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire. Les résultats de cette étude ont été remis officiellement à Kandia Camara, ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Serge Gangomin. La scolarisation et le maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire est un enjeu national qui apparaît comme un défi important pour la Côte d'Ivoire, car 48% des jeunes filles abandonnent les cours avant la classe de CM2. Plusieurs actions ont été donc posées dans ce sens depuis 2011, faisant passer l'indicateur de 5% en 2011 à 10% en 2014. Ce chiffre envoie la Côte d'Ivoire à un rang honorable pour son éligibilité au programme Millennium Challenge Corporation. Nous sommes déjà éligibles parce que nous avons satisfait aux 10 indicateurs requis. Nous étions à 9 indicateurs sur 10, on a eu les 10, donc on est éligible. Et le gain que l'on pourrait avoir, c'est l'accompagnement financier. Après des études menées par les différents experts du système éducatif pour booster la scolarisation de la jeune fille et de son maintien à l'école, les résultats ont été présentés au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Mesdames et messieurs les experts,
Votre contribution à documenter le faible taux de maintien des filles dans le cycle primaire est un appui inestimable au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La documentation que vous mettez à notre disposition, résultat d'un travail scientifique et technique rigoureux, nous permettra de disposer de données qualitatives et quantitatives fiables pour une gouvernance plus affinée de l'école ivoirienne et partant pour une contribution substantielle à l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC. Les documents et supports de communication ont été remis au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour continuer la sensibilisation. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, 43% des jeunes ne savent ni lire ni écrire, statistiques du ministère du Plan et du Développement. Sachez également que plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire au cours de l'année scolaire 2013-2014, dont plus de 1000 cas dans le primaire. Le Burkina Faso a maintenant un Premier ministre de transition. Il s'agit du lieutenant-colonel Isaac Zida. On peut dire que cette désignation n'est pas une surprise, même attendue. Donc, fin de ce journal, rappelons qu'au palais présidentiel s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Et pour trouver des solutions définitives aux préoccupations soulevées par les militaires mécontents, qui ont manifesté hier dans le pays, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis en place un comité composé de plusieurs ministres et généraux de l'armée. Ce comité présidé par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, échange en ce moment même avec les représentants. Il faut dire que la déclaration de cette concertation vous sera proposée au journal au dernier journal qui sera présenté par Hamza Diaby. Fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1.